L'upcycling est une tendance forte dans la mode et le design. On va essayer de comprendre tous les enjeux et quelles sont les questions juridiques qui se posent avec mon invitée Agathe Zajdela, avocate au sein de DTMV. Agathe, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va parler en détail de l'upcycling, mais pour bien comprendre, de quoi s'agit-il ? Alors l'upcycling, comme son nom l'indique, littéralement, c'est le recyclage par le haut. Il y a une définition qui a été retenue, un peu officielle, qui est le fait de transformer un produit, un composant ou un déchet, pour lui donner une seconde vie. Et donc, un exemple, c'est, si on applique ça au domaine de la mode, sachant que ça peut être un peu dans tous les secteurs, une robe qui serait déchirée, la découper et en faire une jupe. Dans quel contexte aujourd'hui ça se développe ? Alors, il faut savoir que c'est une pratique qui est quand même assez ancienne, qui est évidemment protectrice de l'environnement, et elle fait d'autant plus sens aujourd'hui que dans la loi AGEC de 2021, elle a mis en place une interdiction de détruire les invendus. Donc, en fait, les grandes marques, notamment de mode, ont beaucoup d'invendus. Par le passé, ces invendus étaient détruits, et aujourd'hui, c'est interdit. Et donc, ça légitime d'autant plus la réutilisation, le réemploi de ces ressources pour leur donner une nouvelle vie. Et donc, intervient dans ce cadre cette tendance de l'upcycling. Donc, il y a la loi AGEC et j'imagine que des plateformes bien connues qui favorisent justement la réutilisation et la diffusion, la commercialisation de ces produits favorisent aussi tout cela. Oui, évidemment. Alors après, il y a tout un tas d'intermédiaires qui se sont aussi spécialisés dans la mise en relation de ces ressources qui doivent être réemployées, qui ne peuvent pas être détruites, et de marques, notamment dans le domaine de la mode, qui ont besoin de textiles et qui cherchent à avoir une démarche éco-responsable. Donc il y a effectivement cette nouvelle activité d'intermédiaire qui s'est développée. Sur le principe, transformer un produit et le revendre, est-ce que c'est légal ? Alors, sur le principe, c'est complètement légal. Après, la question va dépendre de comment on le fait, et notamment au regard des droits de propriété intellectuelle, en fait, du titulaire de la marque, de l'enseigne qui a mis initialement le produit sur le marché. Donc, si on se contente d'utiliser un produit qui a déjà été vendu pour ce qu'il est en tant que simple matière première, on le découpe, on le détruit, on le réemploie d'une autre manière complètement différente, il n'y a pas de problème. Là où il y a un sujet, c'est si, et malheureusement, il y a beaucoup de marques qui s'immiscent dans cette tendance, on réutilise la marque parce que c'est une marque qui est réputée, qui a du prestige, une marque de luxe, et on la réutilise pour revendre un produit qui n'a pas été autorisé par le titulaire de la marque parce qu'il a été altéré ou modifié sans son consentement. Dans ce cadre-là, on va se placer sur le terrain de la contrefaçon de marque, puisque le titulaire d'une marque met sur le marché un produit. Après, il ne peut plus interdire la revente. C'est ce qu'on appelle l'épuisement du droit. En revanche, il peut s'y opposer, et c'est légitime, si le produit est modifié ou altéré et qu'il est malgré tout vendu sous sa marque, puisqu'on va associer des pratiques qu'il n'a absolument pas validées et qui peuvent être antagonistes à ses valeurs, à son image, etc. C'est d'autant plus vrai pour les marques de luxe, qui sont particulièrement attentives à leur image de prestige et du contexte de la commercialisation. Donc, acheter, par exemple, en seconde main, légalement, un vêtement, je parle du domaine de la mode, mais ça peut être valable aussi pour d'autres secteurs, acheter un vêtement d'une grande marque, le modifier pour le revendre, ça pose problème s'il est revendu sous la marque. D'accord. Du moment que la marque n'apparaît pas, on peut revendre, il n'y a pas de risque de contrefaçon. C'est quoi le curseur ? Voilà, donc il y a la marque. Si la marque apparaît, c'est un problème. Même si elle n'apparaît pas sur le produit lui-même, ça reste un problème si elle apparaît dans la communication. Par exemple, on va dire, j'utilise des tissus pour mes vêtements qui sont issus de telle grande marque, de tel stock dormant, de tels invendus, ou de tels vêtements de seconde main de telle grande marque. Donc même si ce n'est pas sur le produit, mais dans la communication, ça pose un problème. Mais c'est aussi un problème sur le terrain du droit d'auteur, potentiellement. C'est-à-dire que si on réutilise tel quel un produit qui est protégé, donc une création qui est protégée par le droit d'auteur, que ce soit parce qu'il y a une combinaison de caractéristiques originales, on a un vêtement complet, on va réutiliser ce vêtement complet sur lequel on va ajouter des choses, par exemple, ou alors il y a un motif original, par exemple un carré de soie, il peut y avoir un motif qui est original et on va le réutiliser tel quel pour l'apposer sur un autre produit. Dans ce cadre-là, on va être aussi sur le terrain de la contrefaçon de droit d'auteur. Donc le curseur, c'est en gros ne pas s'immiscer dans le sillage du propriétaire, de la personne qui a mis sur le marché en fait le produit à l'origine. L'idée, c'est de s'abstraire
de l'origine du produit et de ne l'utiliser que comme une simple ressource textile pour créer ses propres produits et les vendre auprès du Et public. pas essayer de capter la notoriété de la marque, le savoir-faire, etc. Voilà. Et même si on essaye de mettre des disclaimers, par exemple, pour dire attention, moi je le vends avec ma marque, c'est pas des produits de telle marque. Ça suffit pas, le disclaimer ? Ça suffit absolument pas. En gros, le curseur, on va dire que ça va être la loyauté, si on raisonne de manière un peu globale. C'est-à-dire que dès lors qu'on essaye de capter le prestige associé à une marque, d'une manière ou d'une autre, même si on met des disclaimers, même si on ajoute sa propre marque, même si on communique sur le caractère seconde main, ça va pas suffire, a priori, pour considérer que l'activité est légale. C'est quoi les sanctions possibles en cas de contrefaçon ? Alors, la contrefaçon, c'est une sanction, c'est un délit qui est à la fois pénal et civil. Alors, au pénal, là, on n'est pas tellement dans le cas de figure où on va agir au pénal, parce que le pénal, c'est plutôt, il y a une retenue douanière, il y a une grosse saisie, il y a une perquisition de contrefaçon qu'on appelle serviles, qui vont être identiques avec la marque, le modèle. Donc là, on ne se place pas tellement dans ce cas de figure, même si théoriquement, c'est possible. Ça va être plutôt une action au civil. Et donc, ce qu'on risque, c'est une interdiction de commercialisation et des dommages et intérêts. Qui peuvent être importants ? Voilà, en fait, les dommages et intérêts, c'est vraiment du cas par cas. Ça va dépendre de l'étendue de la commercialisation, de la présentation du public qui a pu être touché. Ça dépend du préjudice, l'évaluation du préjudice. Et aussi, surtout, quand on porte atteinte à une marque de luxe, ça va être les conditions. Si, par exemple, il s'agit de commercialiser dans un contexte qui est particulièrement dévalorisant, ça va aussi ajouter au préjudice. Est-ce qu'il y a déjà des actions qui ont été intentées sur ce fondement ? Alors, tout à fait. Et notamment, en tout cas, à ma connaissance, il y en a une qui date d'avril dernier, donc qui est assez récente, qui a été engagée par Hermès contre une société qui vendait des vestes en jean sur lesquelles elle a posé des carrés de soie de seconde main de différentes marques de luxe, notamment Hermès. Et en fait, elle capitalisait sur le nom des différentes marques de luxe qui étaient sur les carrés pour vendre ses produits. Alors, elle avait sa propre marque, elle créait ses propres produits, mais elle a posé dessus des carrés. Donc, il y avait à la fois un changement, une modification du carré, donc du droit d'auteur, une altération des droits d'auteur, et à la fois une appropriation aussi de la marque, des marques en question. Et donc, ça a été considéré comme de la contrefaçon de marque, de droits d'auteur. Et à noter que dans cette affaire-là, la personne avait invoqué, pour essayer d'exclure sa responsabilité, le droit à la protection de l'environnement, qui est une liberté fondamentale. Et une liberté fondamentale peut parfois légitimer une atteinte. Ça n'a pas été retenu ? Non, parce que donc là, il y avait deux libertés fondamentales, le droit à la protection de l'environnement d'un côté, l'autre, la propriété privée, puisque la propriété intellectuelle, c'est du droit de la propriété. Et le contrôle de proportionnalité n'a pas permis de considérer que l'atteinte était légitime ni nécessaire, puisque les carrés pouvaient être parfaitement réutilisés tels quels, ils n'avaient pas besoin d'être modifiés, puisque la marque n'avait pas non plus besoin d'être utilisée. Donc le tribunal n'a pas été dupe et a bien vu qu'il s'agissait simplement de tirer profit de la notoriété et non d'une vraie démarche dans un souci écologique. On va conclure là-dessus. Merci Agathe Zajdela. Je rappelle que vous êtes avocate chez DTMV. Merci. Tout de suite, on va aborder un autre sujet, la protection de l'environnement par le droit pénal.